Bon, il est 18h30, donc on va passer à ouvrir la séance. Donc bonjour à tous. Je vous propose de nommer Gilbert Badette comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Donc Gilbert, tu officies. Donc on donnait pouvoir Thierry Coll à moi-même, Muriel Mas à Marie-France de l'Est, Sophie Weber à Gilbert Badette, Corentin Darmanté à Michel Perrier, Élodie Bourrel à Katia Mestoy. On va l'enregistrer. Donc Pierre Constant à Monsieur Guy Ponce. Donc je vous propose maintenant de passer aux procès-verbaux des 3 dernières séances. Donc du 21 mars, du 11 avril et du 9 juin. Donc est-ce qu'il y a des observations? Non. Donc je propose de les adopter les 3 de façon globale. Donc qui est pour le compte rendu? Merci. On va passer maintenant aux décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur les 10 décisions? Katia? Oui, bonjour, merci. Je voudrais savoir sur la 2023-31, la convention cadre d'adhésion au service plan communal de sauvegarde CDG 40, schéma départemental sur les défibrillateurs. Avoir un peu plus de renseignements sur la société qui va gérer ceci. Alors la société, j'en sais rien, parce que on transfère ça justement au centre de gestion qui va mettre en place pour les collectivités les défibrillateurs. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas te donner la réponse de savoir qui va faire ou pas cette mise en place, puisqu'on a transféré ça au centre de gestion. Donc on va passer à l'ordre du jour, si vous n'avez pas d'autres questions sur les décisions. Donc le premier point, c'est la démission de Muriel Mas de ses fonctions d'adjointe, mais qui reste conseillère municipale. Donc un petit rappel. Donc, par courrier en date du 17 mai dernier, Muriel Mas a informé Madame la préfète qu'au vu de ses nouveaux engagements professionnels, ne lui permettant plus de s'impliquer de façon constante dans son mandat d'adjoint, elle souhaitait démissionner de ses fonctions d'adjointe tout en demeurant conseillère municipale. Donc, par courrier du 14 juin, Madame la préfète a informé la collectivité qu'elle acceptait cette demande de démission. Cette démission est donc effective à compter de son acceptation par la préfète, soit le 14 juin 2023. Donc, il convient de prendre des dispositions. Donc, il est proposé, d'une part, de maintenir le nombre d'adjoints au maire en nombre à 8, maintenir le nombre d'adjoints à 8, de procéder au remplacement de Muriel Mas par un vote, une élection, un bulletin secret. Donc, dans un premier temps, donc, il faut voter pour le fait de maintenir le nombre d'adjoints au maire, comme on avait délibéré le 4 juillet 2020, donc de maintenir ce nombre à 8. Donc, on va voter ça d'abord, à main levée. Donc, qui est pour le maintien, à moins qu'il y ait des questions, mais qui est pour le maintien du nombre à 8 adjoints. Donc, vote à l'unanimité. Merci. Donc, maintenant, il va falloir procéder à l'élection d'un 8e adjoint. Il va falloir constituer un bureau. Donc, il faut 2 assesseurs. Est-ce qu'il y a des volontaires pour être assesseur? Katia? Ah non, le plus vieux. C'est pas gentil ce qu'elle dit, Katia, comme ça, comme elle le présente, comme ça. Donc, Guy Ponce.
Et donc il faut la parité. C'est pas la vérité, mais on va faire la parité. Annabelle? C'est moche ça. Annabelle, allez. Monsieur Ponce et Madame Olaska. Donc, avant de... Donc le bureau est constitué, donc il faudrait voir s'il y a des candidatures à ce poste d'adjoint. Michel Perrier est candidate. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Est-ce que tout le monde veut prendre part au vote déjà? C'est pas une... Donc oui. Donc on va faire... Vous avez un bulletin. Vous avez un bulletin, donc il faut marquer ceux qui veulent, voilà, marquer le nom de la personne ou faire ce qu'il veut, quoi, on va dire. Et l'urne va passer. Ah oui, il faut... tous ceux qui ont un pouvoir votent 2 fois. Moi, j'ai un pouvoir. J'ai besoin d'une enveloppe. Merci. J'ai plié. Donc je vote pour moi, pour Thierry Collat.
Donc, je vais proclamer les résultats. Donc, il y a 27 votants. Nombre de suffrages déclarés nuls, il n'y en a pas. Nombre de suffrages blancs, 8. Nombre de suffrages exprimés, 19. Majorité donc, de 10. Donc, Michel Perrier, vous avez obtenu 19 voix pour cette élection. Donc, je vous félicite de votre élection. Je tiens à quand même un petit mot sur Muriel qui est absente et tout le travail qu'elle a pu mener ces quelques années au niveau de sa délégation au niveau de la culture. Donc, je te souhaite, Michel, un travail qu'on a pu mener, Muriel, et d'avoir une saison culturelle surprenante, voilà, puisque c'est surprise le thème. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer dans les... Pardon, Katia. Excusez-moi. Donc, si je comprends bien, Michel, tu prends la place de Myriam à la culture et qui te remplace à l'handicap, pour le Pôle emploi et tout à l'emploi. Elle avait très bien compris. Pôle emploi, il y est déjà. Malheureusement, 9 mois de plus, je dois dire. Non, mais écoute... Je vais en parler. Voilà, monsieur le maire va te donner la réponse. Voilà, dans le déroulé, je vais aborder, parce qu'il y a des choses encore à dire, et après je te dirai comment se fera les choses et comment les... Donc, il faut décider que l'adjoint nouvellement élu donc, occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'adjoint qui occupait précédemment le poste devenu vacant, à savoir le 7e. Donc il faut qu'on vote pour rester dans le même ordre sur le tableau. Donc je vous propose de passer au vote, donc, qui est pour garder l'ordre qu'il y avait. Merci. Donc il faudra modifier en conséquence. Bon, ça c'est bon. Et il faut et je propose de maintenir à 4 le nombre de conseillers délégués. C'est comme ça que je vais te répondre. Et le 4e conseiller délégué qui va être nommé conseiller délégué par arrêté du maire, ça sera Florence Pouille de Basque, et elle aura comme mission l'emploi et la prévention des risques professionnels. Michel va garder le handicap en plus de la culture, et je reprends moi en direct tout ce qui était communication, qui était sur une délégation de Muriel. Voilà, pour répondre. Il y a d'autres questions? Donc, déjà, je vous propose il faut passer au vote aussi pour garder le maintien des 4 conseillers délégués, donc pour garder le même nombre de conseillers délégués. C'est bon? Tout le monde a voté? Arnaud aussi? Oui, on vote à l'unanimité, merci. Donc on en a fini avec ce point 1. Donc on va passer au point 2. Qui concerne le partenariat avec la SMALA pour le logement saisonnier à l'Élie-Station. Marie-France. Merci. Donc, le projet proposé par l'association La SMALA sur le site de l'Élie-Station porterait sur la création d'un tiers-lieu et l'installation de structures type tiny house sur le site de l'ancien hangar pour l'hélicoptère et de sa piste d'envol. La SMALA est une association loi 1901 créée en 2015. Cette association a une forte vocation sociale. Elle est à ce titre reconnue depuis 2020 association d'intérêt général et agréée éducation populaire. Les actions de l'association peuvent être classées en 3 catégories: programmation socio-culturelle, l'animation et la formation. Cette association est donc reconnue organisme de formation. Elle a notamment créé un café associatif en 2017, un tiers-lieu à la zone artisanale de la Gravière ou encore un atelier de fabrication collaboratif à Mésos. Un partenariat est proposé entre l'association et la commune de Mimizan
concernant l'élaboration d'un projet sur le site de l'ancienne Élie-Station. Ce projet pourrait s'organiser autour d'une alternance d'activités entre période estivale et hors saison touristique, avec une activité de plateau technique dédiée à la formation et au métier de l'artisanat durant les périodes hors saison et une activité d'hébergement de saisonniers type tiny house, auberge multiservice à destination des travailleurs liés à l'activité touristique de la station balnéaire, mais aussi de tout public dans le but de favoriser la mixité et l'intégration durable sur le territoire pendant la saison estivale. Le projet répond aux objectifs ci-dessous: proposer des solutions d'hébergement à coût raisonnable pour les travailleurs saisonniers, participer à l'installation et l'emploi des jeunes sur le territoire en accompagnant des jeunes actifs dans leurs projets d'emploi et de formation hors saison, favoriser l'inclusion et valoriser les différences en mélangeant des jeunes en emploi et d'autres en formation ou en recherche, contribuer à la mixité sociale et à la promotion de la vie locale en mélangeant les locaux et les touristes. Le projet de convention déterminant les modalités de mise en œuvre de ce partenariat est annexé au présent rapport. Donc je suppose que si vous ne l'avez pas lu attentivement, vous l'avez au moins quand même regardé. Et qu'au vu de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe de contractualiser avec la SMALA un partenariat afin de définir la faisabilité d'un projet co-construit sur ce site, d'approuver les termes de la convention ci annexée et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention ainsi que tout document afférent à ce dossier. Donc la SMALA, vous connaissez cette association, elle est bien implantée pas loin de chez nous sur le territoire de Côte-Land Nature. Et si vous l'avez compris, c'est vraiment la première phase du projet de réfléchir à la possibilité de créer sur les Élie-Station quelque chose pour les saisonniers, mais aussi sur toute l'année, de co-construire quelque chose avec eux. Donc c'est vraiment l'élaboration du projet. Merci Marie-France. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette convention ? Non. Donc, et je rajouterai qu'on a été les rencontrer donc, à Mésos, sur leur atelier de Mésos. Et donc ils font des formations et ils construisent des tiny house pour Saint-Julien actuellement, Saint-Julien-Bande pour les saisonniers. Et donc ça serait aussi dans la continuité sur Mimizan d'avoir des projets de tiny house construits sur Mimizan. Katia ? Marie-France, tu as parlé de logements saisonniers. Est-ce qu'il y aura toujours nos saisonniers dans ces locaux ou pas ? Oui, en fait, il y a la partie où il y a les NS et ensuite il y a l'autre partie. Donc la partie où il y a les NS reste. Alors est-ce qu'il faudra peut-être un jour quand même la réhabiliter un petit peu ? Parce qu'effectivement, elle est un petit peu... Mais c'est sur l'autre partie, sur à la fois le hangar et sur les espaces extérieurs. L'idée serait de faire des parties communes dans le hangar et de disposer éventuellement des tiny house sur l'extérieur, sur le parking, en sachant qu'on doit chercher des financements. On a beaucoup de pistes de réflexion, à la fois sur l'hébergement, les tiny house, avec tout ce qui se fait au niveau du département, de la région. Et il y a aussi tout l'accompagnement ensuite, qui est un volet qui est quand même très intéressant. Donc, Nomade crée en ce moment des choses pour les saisonniers, les visites médicales, etc. Et donc, ça serait vraiment d'avoir un pôle pour les saisonniers de référence sur cet endroit. Mais je crois que c'est 7. Nos 7 logements restent sur place. Pas d'autres questions ? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour signer cette convention de la SMALA. Donc, vote à l'unanimité. Merci. Donc, le point 3, toujours sur les logements saisonniers. Donc, sur la maison ex-ONF, avenue Maurice Martin. Alors, vous vous rappelez qu'en délibération du 24 mai 2022, le Conseil municipal a confié le portage foncier et financier de l'acquisition de la propriété située 62 avenue Maurice Martin à Mimizan à l'EPFL. Par convention en date du 3 janvier 2023, l'EPFL autorise la commune à prendre possession à titre transitoire du bien et le met à sa disposition gratuitement.
Sous son contrôle et sa responsabilité, la commune est autorisée à utiliser le bien mis à sa disposition pour un usage communal ou à le mettre à disposition de tiers, usage d'habitation, à charge pour la commune d'en définir par convention précaire écrite les conditions d'utilisation et de durée. La commune est également autorisée à effectuer tous travaux de gros entretien avec accord de l'EPFL et tous travaux d'entretien courant. Compte tenu des besoins en logement pour le personnel saisonnier travaillant sur la station, il est proposé d'utiliser ce bien composé de 4 chambres pour les loger durant l'été. À cette fin, des conventions pourront être signées avec les employeurs intéressés sur la base d'un loyer mensuel de 380 € par chambre. Il est proposé au conseil municipal de valider le principe de louer le bien susvisé pour la saison aux employeurs afin d'y héberger des salariés saisonniers, d'autoriser monsieur le maire à contractualiser avec les employeurs pour héberger leur personnel saisonnier de la station, de préciser que les conventions seront signées entre la commune et l'employeur du personnel saisonnier concerné, de fixer à 380 € toutes charges comprises le loyer mensuel pour l'occupation d'une chambre et de fixer au mois de juin, juillet, août et septembre de chaque saison la durée d'occupation des lieux. Je vais juste rajouter que donc il y a 4 chambres, qu'il y a une chambre où il y a 2 lits qui, comme c'est une grande chambre, et que pour les 2 lits, on propose un loyer de 500 €, puisque 380 €, c'est une personne, une chambre. Voilà, donc juste pour vous dire que tout ceci a été travaillé avec Nomad, puisque vous savez que c'est quand même un interlocuteur important sur le territoire pour les saisonniers, et que c'est sur proposition de Nomad, nous avons été visiter la maison qui nous paraît tout à fait correcte et apte, avec juste un petit rafraîchissement sur 1 ou 2 pièces, que nous avons mis du mobilier, alors qui est du mobilier sommaire, mais qui est tout à fait acceptable, que les employeurs, et nous tenions à contractualiser avec les employeurs et pas les saisonniers, ce qui nous paraît plus sûr, et que les employeurs ces employeurs ont été choisis par Nomad. C'est donc sur conseil de Nomad que nous allons signer avec les employeurs. Voilà. Et donc, donc ça fait 5 places. Et je vous rappelle que nous avons aussi pu mettre en place enfin la convention avec Ciblou sur le camping de la plage, et qui a 7 mobil-hommes avec 3 couchages par mobil-homme qui ont été aussi mis à disposition avec une convention là directement passée avec le camping, et que donc nous avons, même s'il reste toujours des difficultés pour les logements saisonniers, que la collectivité cette année s'est engagée pour permettre aux saisonniers de trouver un logement, et de contractualiser avec les employeurs. Ça nous paraît la meilleure des solutions pour que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Merci Marie-France, et merci à l'ensemble des services qui ont travaillé pour offrir ces 26 places supplémentaires sur la station de Mimizan pour nos saisonniers. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Non ? Donc je vous propose de passer au vote et valider le principe de louer cette maison et d'arrêter le loyer à 380 €. Qui est pour? Vote à l'unanimité. Et 500 pour la chambre. Et 500, oui, pour la... Ça, c'était pas marqué, effectivement. 500 pour la chambre double. Donc, point 4. Donc, on va passer au sujet de l'EHPAD et du CCAS. Donc, dans le cadre de la politique qu'il a engagée de clarification et de rétablissement de sa situation financière et de consacrer ses finances à son activité première, l'action sociale, le conseil d'administration du CCAS a décidé à la fois de céder une partie de son patrimoine tout en lui conservant sa vocation sociale. Donc, il y a une délibération du 7 décembre 2022 dans ce sens. Mais également de mettre fin à une interdépendance des liens financiers qui le lient à l'EHPAD. Donc, en effet, lors de son analyse de la situation financière de l'EHPAD, le cabinet d'audit Mazars, mais aussi le cabinet KPMG,
a souligné la nécessité de régulariser les comptes des deux structures via notamment l'affectation des actifs et passifs de l'établissement et le respect de l'obligation d'amortissement. En effet, aujourd'hui, les locaux de l'EHPAD sont intégrés dans le patrimoine immobilier du CCAS, qui supporte le remboursement du prêt immobilier qui a permis de financer à la fois les travaux de l'EHPAD et d'autres travaux concernant le CCAS. Donc, aucun amortissement des locaux n'a été comptabilisé depuis 2013, de même que les réintégrations de subventions. Donc, l'EHPAD actuellement verse chaque année au CCAS un droit d'usage sous forme d'un loyer. Donc, le loyer, il est de 346 816 €, pour précision. L'EHPAD prend en charge les travaux d'investissement sur le bâtiment qui ne lui appartient pas actuellement. Elle prend à peu près en charge sur le budget EHPAD, c'est 150 000 € d'investissement. Et donc, dans ces 150 000 €, il y a une partie qui vient faire des travaux sur le bâtiment, alors que le bâtiment, il appartient au CCAS. Donc, pour tout clarifier, ce qui est proposé, c'est de basculer vraiment l'immobilier sur le budget de l'EHPAD. Donc, l'article 7 du règlement intérieur du CCAS stipule qu'en application du Code général des collectivités territoriales, qu'un avis conforme du conseil municipal doit être sollicité pour les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts. La cession évoquée ci-dessous ayant un impact sur les emprunts contractés par le CCAS, donc l'accord du conseil municipal est donc sollicité. Donc quelques précisions. La valeur de l'immobilisation, je l'arrondis, c'est 15 millions d'euros. L'EHPAD le CCAS avait contracté un emprunt de 7,4 millions pour les murs de l'EHPAD, mais aussi pour des projets du CCAS. Donc le loyer est de 346 816 €. Et si on reprend le bâtiment au niveau de l'EHPAD et tout ce qui est amortissement, donc tout ce qui est frais financiers plus les subventions, le coût net pour l'EHPAD sera de 395 752 €. Sachant qu'à ce jour, le fonds de roulement de l'EHPAD est de 2 950 000 €. Donc en fait, très peu d'impact sur le fonctionnement de l'EHPAD, mais en tout cas, ça va permettre d'éclaircir toute la gestion comptable de ces deux structures, avec des amortissements qui se feront, donc il faut rattraper depuis 2013 sur le bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Oui, Xavier. Moi, ce n'est pas tellement une question. Je pense que c'est une mesure de clarification et de clarté qui sont indispensables parce qu'aujourd'hui, je pense que les administrateurs du CCAS, à un moment donné, ne comprennent plus tous les flux financiers que supporte cet établissement public, alors que c'est complètement en dehors de ses fonctions et de ses compétences réelles que de gérer de l'immobilier. Un centre communal d'action sociale, c'est avant tout... son objectif, c'est d'apporter l'aide sociale facultative, dans la mesure où les aides sociales obligatoires sont assurées par une autre collectivité territoriale, et de ne pas gérer de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle je pense que le conseil municipal, du moins le conseil d'administration du CCAS, et après avis du conseil municipal, a vendu les logements qui étaient aussi gérés par le CCAS, qui en plus, eux, avaient quand même cette faiblesse majeure qu'il n'y avait aucun équilibre financier dans l'opération qui avait été réalisée. C'était financièrement une catastrophe, hein, il n'y a pas d'autre terme. Et que là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir de la part du CCAS qui sollicitait des subventions auprès du budget de la commune, une dérive potentielle sur le loyer qu'il sollicite auprès de l'EHPAD pour pouvoir équilibrer son propre budget. Donc aujourd'hui, il faut réellement que l'EHPAD assume ses charges liées donc aux emprunts qui ont été nécessités par la construction
en 2000, à la fin des années 2010, et que ça soit lui-même, que ça soit transparent dans son budget. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'EHPAD a 3 sections, en fait, une section hébergement, une section dépendance, une section soins, et qu'aujourd'hui, on voit bien que tout ça a besoin d'être totalement clarifié, les liens entre le CCAS et l'EHPAD, et qu'aujourd'hui, de bien séparer tout cela, je crois que ça devenait réellement indispensable pour que tout le monde y retrouve un petit peu ses petits. Parce qu'il faut quand même un EHPAD, le principe, c'est que les personnes accueillies payent pour le service qu'elle leur est rendu, et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une suspicion qu'ils payent pour des choses qui ne sont pas réellement de l'EHPAD, quoi, et qui leur serait facturé parce que d'autres structures seraient en difficulté. Merci. Donc il y a des écritures un peu compliquées qui vont être réalisées, mais là c'est un travail avec les cabinets conseils plus les services du Trésor public qui sont à Dax, donc tout ça c'est entendu et c'est calé, donc il manque plus que cette délibération pour autoriser le CCAS de prendre une délibération pour la cession de l'immeuble. Comme il n'y avait pas de questions tout à l'heure, je vous propose de passer au vote, donc qui est pour la cession. Vote à l'unanimité, merci. Donc on va passer au point 5 qui concerne le marché couvert. Donc les bancs, les tarifs. Yvan ? Oui, donc pour rappel, donc dans le cadre de la dynamisation du marché couvert de la plage, des travaux d'agrandissement avec la création de 5 nouveaux bancs et d'un espace de convivialité vont s'achever très prochainement. Donc, afin d'attribuer ces bancs, une publicité avec mise en concurrence a été organisée et la commission consultative des marchés a rendu son avis sur l'attribution et la réorganisation des bancs. Ainsi, il revient au conseil municipal de créer les tarifs de ces nouveaux bancs. Le service de la régie de recettes du domaine public a réalisé une étude des tarifs actuels. Il en ressort la nécessité de créer un tarif unique pour une équité de traitement des commerçants fréquentant le marché couvert. Donc la méthode qui a été utilisée, donc en effectuant une moyenne pour chaque banc basée sur le tarif annuel actuel, puis une moyenne sur l'ensemble des bancs du marché couvert, afin de préserver une perception raisonnable pour la collectivité et pour les commerçants. Au vu de ces divers éléments, il est proposé au conseil municipal de créer un tarif unique de 11,50 € par mètre carré et par mois d'occupation, d'appliquer ce tarif pour les nouveaux bancs attribués dès leur occupation et d'appliquer ce dernier à l'ensemble des bancs à compter du 1er janvier 2024, de procéder à la réduction des redevances au prorata des mois d'utilisation pour les bancs déplacés et ou attribués tardivement, donc c'est ceux qui vont être attribués donc dès le début du mois prochain, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions d'occupation résultant de cette consultation et les différents documents afférents à cette décision. Donc aussi pour information, donc le règlement du marché couvert va être révisé afin de tenir compte des nouveaux bancs et aussi de différentes modalités de perception sur des durées qui seront plus longues pour les attributions et des dispositions techniques aussi pour que ce marché couvert fonctionne le mieux possible avec notamment ce nouvel espace de convivialité. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a des questions ? Arnaud ? Oui, bonsoir. Est-ce que vous connaissez la date d'ouverture des halles ou pas encore ? Alors là, on est sur un planning donc, qui fait que la commission de sécurité doit se tenir le 29 ou le 30, donc avec la volonté d'attribuer, de donner donc, la possibilité d'occupation des bancs pour le 1er juillet. Les attributaires des bancs donc, mettront à profit la première semaine de juillet, voire une partie de la deuxième pour aménager leurs bancs. Donc on espère l'ouverture pour le 8 juillet pour certains et peut-être un peu plus tard pour d'autres. D'autres questions ? Donc pour dire que les travaux, voilà, les entreprises s'activent et donc pour l'instant on est dans le timing qui avait été annoncé. Donc avec la commission de sécurité qui doit passer jeudi ou vendredi, voilà, pour pouvoir mettre à disposition les bancs à partir du lundi. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote donc, pour les tarifs. Donc, qui est pour le vote à l'unanimité, merci.
Donc le point 6, Michel Perrier, pour la gratuité des entrées au musée, cinéma et médiathèque. La commune de Mimizan accueille les nouveaux habitants arrivés depuis mars 2019, date de la dernière cérémonie réalisée pour cause de Covid, samedi 24 juin. Donc en fait, c'est à accueillir les nouveaux habitants. C'est l'occasion de présenter aux 124 personnes inscrites l'ensemble des services publics proposés par la commune et la communauté de communes sur le territoire, avec pour objectif de provoquer la rencontre entre habitants et élus, faire connaître les actions menées, rapprocher les usagers des services publics, partager une culture commune, patrimoine culturel et naturel, proposer un moment intéressant et convivial. Pour inciter les nouveaux habitants à la découverte des équipements municipaux et communautaires et leur appropriation, il est proposé de leur offrir des entrées. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal, concernant le musée, d'accorder la gratuité de 124 entrées au musée municipal du Clocher-Porche. Concernant le cinéma, d'accorder la gratuité de 124 places de cinéma. Concernant la médiathèque, d'accorder la gratuité de 65 abonnés à la médiathèque municipale, un par ménage. Il est également précisé que la gratuité des entrées de la piscine intercommunale sera supportée par la commune, en sachant qu'on a délivré aussi 124 places pour la piscine. Voilà. C'était pour information. Et la gratuité, il faut voter la gratuité. Ouais, voilà, mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc, oui, en conseil communautaire, on avait ajourné le point à l'ordre du jour, la piscine, parce qu'il y avait eu un malentendu, et c'était bien la commune qui prenait en charge les frais d'entrée à la piscine, et pas la communauté de communes. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la gratuité? Katia? Non, ma question, c'est pas sur la gratuité, c'est pour la journée du 24 juin. On voudrait savoir comment elle s'est passée. Alors, il a fait très beau, il a fait très chaud. Nous étions donc tous réunis à l'office de tourisme, donc on a eu chaud. Et après, nous avons été... donc, il y a eu la présentation des services de Mimizan, des films sur les 4 fleurs et le film sur la rétrospective de 2022. Et les actions qui sont menées sur la commune. Donc, on a eu 124 personnes qui étaient inscrites. Donc, on a eu à peu près ce volume-là. Et a priori, les personnes étaient ravies. Enfin, moi, toutes celles avec qui j'ai discuté étaient très contentes du moment passé ensemble. Voilà. Et donc, il y avait aussi une animation prévue et un moment de convivialité à la promenade fleurie avec les bandas et les échassiers, les Scam de Boys. Alors, je vais rajouter quelque chose. On est encore surpris de ne pas avoir été conviés. Ça fait la deuxième fois. La première fois, c'était lors de la cérémonie de citoyenneté. Nous avions reçu un mot d'excuse. Et là, ça fait encore une fois. Donc, on estime quand même que l'opposition doit être conviée à ces cérémonies. Alors, juste... je pense que j'ai été pendant 6 ans au conseil municipal avant d'être élu maire. Je crois que j'ai jamais été convié à une seule manifestation. Nous avons toujours convié l'opposition au conseil à ces réunions. Jamais, mais en plus on a... Si. Il y avait les dernières fois, dernière que nous avons fait, il y avait M. Ringeval et M. Badet. Et je me rappelle au dernier conseil municipal que nous avons eu, ils se sont moqués de M. Plantier par rapport à la façon comme il parlait. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas qu'on ne vous a jamais convié. Moi, j'ai jamais été convié, mais enfin, je ne suis pas le seul. Hein, Marie-France pourra en témoigner à côté. Mais après, comme on en a parlé franchement en conseil communautaire et tout ça, la date, hein, moi, j'ai pas après vu qui était sur les listes, pas sur les listes, honnêtement. Mais je pensais que tout le monde était prévenu, vu qu'en conseil communautaire, on avait déjà retenu la date et on avait dit que non, on ne pourrait pas... que par rapport à la piscine, ce n'était pas la communauté de communes, mais la commune. Bon. Voilà, et moi, sur les 2 mandats, je n'ai jamais été conviée, donc voilà. Non, mais enfin, en général, il ne faut jamais faire ce qu'on ne veut pas qu'on se fasse à soi-même. Donc, je pense qu'il est quand même... Ce sera très bien que tout le monde y soit convié et que je pense que c'est plus... une erreur qu'autre chose. Bon, ce n'est pas une volonté manifeste, parce que franchement, je veux dire que tout le monde doit être associé dans l'accueil des nouveaux habitants. Il n'y a aucune difficulté là-dedans. Donc,
Je veux dire, faisons table rase du passé, c'est-à-dire ce qui était mal fait par le passé, il ne faut surtout pas qu'on le poursuive. Et on ne prend que ce qui était bon. En tout cas, il n'y avait aucune volonté. Voilà. Après, quand on fait le constat, on s'est vu qu'on a vu qu'on a... Mince, il manque du monde. Mais du coup, voilà. Mais on s'est rappelé après que, en fait, nous non plus, on n'avait pas été invités par le passé. Mais c'est vrai que c'est des choses à ne pas renouveler. Mais donc, on repart sur la gratuité. Donc, est-ce que vous êtes pour la gratuité aux accès aux différents équipements? Donc, oui, à l'unanimité. Donc, point 7, modification du tableau des effectifs. Donc, pour la création de postes. Donc, Yves. Bien, donc il est proposé au conseil municipal quelques créations de postes. Tout d'abord, au niveau du cabinet du maire et de la direction générale, suite à la mutation d'un agent pour raison personnelle, rapprochement familial, considérant les besoins de ce service qui justifie réellement la création d'un emploi de catégorie B au grade de rédacteur, considérant les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent et aux charges sociales et qui sont inscrits au budget, considérant que la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir dans le cadre de la procédure de recrutement, l'emploi sera pourvu temporairement par un agent contractuel dans les conditions prévues par l'article L. 332-8, deuxièmement, du Code général de la fonction publique. Donc, au vu de ces éléments, il vous est proposé de créer un emploi permanent à temps complet de rédacteur à compter du 1er juillet 2023, d'autoriser Monsieur le maire à pourvoir par un agent contractuel à compter du 1er juillet 2023 l'emploi permanent de rédacteur de catégorie B hiérarchique à temps complet dans les conditions fixées par l'article, de décider de conclure ce contrat de travail de droit public d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans, et de dire que l'agent contractuel sera recruté, rémunéré sur la base correspondant à l'échelonnement indiciaire du grade de rédacteur, emploi de catégorie B. Ensuite, il vous est proposé, dans le cadre du fonctionnement du service urbanisme, la création aussi d'un poste, considérant le contrat de travail de la responsable du service urbanisme, arrivé à échéance le 31 juillet 2023, et qu'il convient de le renouveler compte tenu des qualités professionnelles de cette personne et des résultats obtenus dans le service durant son année de contrat, considérant que les besoins du service justifient la création d'un emploi de catégorie A au grade d'attaché principal, considérant les crédits nécessaires à la rémunération de l'argent et aux charges sociales s'y rapportant prévues au budget. Donc, au vu de tous ces éléments, il vous est proposé de créer un emploi permanent à temps complet d'attaché principal à compter du 1er août 2023, d'autoriser Monsieur le maire à pouvoir, par l'agent contractuel ci-dessus évoqué, à compter du 1er août 2023, l'emploi permanent d'attaché principal de catégorie A à temps complet dans les conditions fixées à l'article L. 332, de décider de conclure un contrat de travail de droit public d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans, et de dire que l'agent contractuel recruté sera rémunéré sur la base correspondant à l'échelonnement indiciaire du grade d'attaché principal, emploi de catégorie hiérarchique A. Ensuite, il vous est proposé de créer un emploi non permanent. Alors cela concerne tout d'abord, suite au départ à la retraite d'un agent du pôle événementiel, et considérant l'activité et les fonctions d'agent de médiation culturelle et d'accueil des publics, il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non permanent à temps complet d'adjoint du patrimoine en raison d'un accroissement temporaire d'activité au pôle événementiel et culturel. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent à temps complet d'adjoint du patrimoine à compter du 1er juillet 2023 pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité au pôle événementiel et culture, de dire que l'agent contractuel recruté sera rémunéré sur la base correspondant à l'échelonnement indiciaire du grade d'adjoint du patrimoine de catégorie hiérarchique C, de décider que le recrutement de l'agent se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article L. 332-23, premier du Code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois. Ensuite, la création d'un emploi permanent pour faire face à une vacance d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Donc là, c'est considérant le contrat de travail du chef de production de la cuisine centrale qui arrive à échéance le 30 juin 2023. Il convient de le renouveler, considérant les besoins des services
que les besoins des services justifient la création d'un emploi de catégorie C au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, considérant que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales s'y rapportant au chapitre et articles sont prévus au budget, donc de créer cet emploi permanent à temps complet d'adjoint technique principal de 2e classe à compter du 1er juillet 2023. L'agent recruté sur cet emploi est chargé d'assurer les fonctions de chef de production de cuisine centrale et la durée qui vous est proposée, c'est de 3 ans. L'agent contractuel recruté sur ce poste sera rémunéré sur la base donc, de l'échelonnement indiciaire correspondant donc, à son grade de la catégorie C. Pour l'ensemble de ces postes, il vous est proposé par ailleurs, ou il est proposé au conseil municipal, que ces emplois soient inscrits au tableau des effectifs de la commune, de leur verser le régime indemnitaire correspondant à leur grade, les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et les charges sociales s'y rapportant soient inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet, et Monsieur le maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. Merci Yves. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Katia? Excusez-moi, j'aurais aimé qu'on en parle en commission. On n'en a pas parlé de tout ça. Bah si, un petit peu. Non. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler en CST par rapport au poste. Après, juste une précision, parce que moi, les postes, étant moi-même un peu fonctionnaire, les postes contractuels, ça me dérange un peu, mais c'est des postes très spécifiques qui actuellement. Donc, si je prends l'urbanisme, si je prends le cuisinier, bon, il faut que les personnes préparent les concours et passent les concours. Mais en attendant, on est obligé de les prendre en contractuel. Donc, les postes sont déjà ouverts sur la collectivité. Et sur la partie musée aussi, bon, c'est faire le départ, suite au départ à la retraite d'une personne, c'est pouvoir la remplacer de façon temporaire et après avoir des contrats plus longs par la suite. Donc ces contrats-là, ils ne nécessitent pas de passer en CST. CST, c'est l'organisation des services. On n'est pas dans l'organisation des services. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, donc je vous propose de passer donc au vote de façon globale de tous les postes, donc qui est pour l'ouverture. Vote à l'unanimité, merci. Donc point 8, modification des effectifs, emploi saisonnier, donc sur la structure ALSH. Par délibération du 21 mars, le conseil municipal a notamment créé 8 postes saisonniers d'adjoint territorial d'animation au pôle petite enfance, enfance et jeunesse. Au vu du nombre croissant d'inscriptions à l'accueil collectif des mineurs, il est nécessaire de renforcer ce service du 10 juillet 2023 au 25 août 2023. Donc c'est vrai que on constate une demande forte des familles et des parents. Ensuite, on voit aussi qu'il y a eu sur la restructuration de ce service un effort pédagogique dans ce qui est proposé aux enfants dans les animations au quotidien sur le centre de loisirs. Et là, il y a une forte implication des agents de la collectivité. Donc c'est vrai que ça génère je vais dire, un appel d'air qui fait qu'on a peut-être un peu plus d'inscriptions que par le passé. Ensuite, il faut bien mesurer aussi que nous avons passé des accords avec les communes voisines dans le cadre donc, de la CTG. Donc on accueille aussi des enfants des communes voisines. Et donc aujourd'hui, on est obligé de réviser un petit peu notre position sur les différents taux d'encadrement, vu les effectifs que l'on a ces dernières semaines. Et donc il vous est proposé, alors non pas de créer 4 postes saisonniers, mais on a refait un point en fin de semaine dernière. On va vous proposer 6 postes d'emploi saisonniers supplémentaires, 3 pour le mois de juillet et 3 pour le mois d'août. Ensuite, il est nécessaire de renforcer le service espace jeune du 10 juillet au 23 août et il convient de créer un poste saisonnier. Donc il est proposé au conseil municipal de créer 7 postes de saisonniers d'adjoint territorial d'animation. Les agents recrutés seront rémunérés sur la base de l'échelle C1 de la grille d'adjoint territorial d'animation au 1er et au 4e échelon. Les crédits étant prévus au budget.
Merci Yves. Je vais peut-être donner la parole à Christine sur l'évolution là, des demandes sur le centre de loisirs qui nous font réviser le nombre d'animateurs d'encadrement parce qu'on a beaucoup de demandes et donc on essaye de faire l'effort de prendre le maximum de personnes sur le centre de loisirs. Oui, effectivement. Donc déjà l'an dernier, on avait constaté une augmentation et cette augmentation continue. Donc comme l'a dit Yves, donc c'est vrai que on accueille beaucoup plus d'enfants de la communauté de communes, hein, des autres communes, puisqu'on avait passé, on a passé une convention avec eux. Les agents font du très bon travail et ils concoctent toujours un programme riche qui attire beaucoup d'enfants. Donc, bon, pour répondre au mieux, donc on a quand même 288 enfants qui sont inscrits, bon, qui viennent pas tous les jours, mais sur le centre de loisirs, 288 enfants qui vont fréquenter le centre cet été. Donc, effectivement, ça fait beaucoup. Donc, on veut répondre au mieux aux besoins des familles. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'employer des saisonniers supplémentaires. Voilà. Donc il y a quand même 20 permanents qui y travaillent, 20 animateurs permanents, 14 saisonniers, dont des stagiaires BAFA. Hein, on leur permet de pouvoir passer leur stage pratique du BAFA. Voilà. Merci Christine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces ouvertures de postes et au centre de loisirs? Donc Christine, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voudrais quand même aussi rajouter que comme l'année dernière, et dans le but d'offrir un accueil qualitatif, on a remis, on a de nouveau 2 centres d'accueil de loisirs cet été, donc sur les 2 mois, en juillet, je vais y arriver aujourd'hui. Il y a 2 centres de loisirs, un au bourg pour les moins de 6 ans et un à la plage pour les plus de 6 ans. Et donc, de nouveau, on a mis en place la navette pour faciliter le transport des enfants, pour que les familles n'aient pas à aller sur les 2 centres s'ils ont des enfants des 2 catégories d'âge. Voilà. Merci. Et dans les décisions du maire, il y avait un marché, il y avait les transports, et il y avait un lot justement pour le transfert des enfants d'un centre de loisirs à l'autre, en fait, d'un site à l'autre. Pas d'autres interventions. Donc je vous propose de passer au vote et de faire l'ouverture de ces postes de saisonniers donc, qui ont été modifiés. Vote à l'unanimité, merci. Donc, point 9, modification au tableau des effectifs, création de postes, avancement de grade et promotion interne. Et je laisse la parole à Florence Pouille de Basque. Donc, il faut lui donner le micro. Alors, vu l'arrêté du maire en date du 30 avril 2021, portant détermination des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et précisant les critères individuels de promotion, vu la délibération du conseil municipal en date du 15 juin 2021, fixant le ratio de promotion à 100% des agents promouvables remplissant les critères d'avancement de grade et de promotion interne, considérant que les agents de la collectivité remplissent les conditions statutaires de droit commun pour bénéficier d'avancement de grade et de promotion interne en 2023, considérant que le centre de gestion des Landes, qui conserve la compétence pour prononcer les avancements dans le cadre de la promotion interne, a procédé à l'inscription de 4 agents sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise. Compte tenu de l'évolution des postes de travail et des missions assurées par les agents, au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de créer à compter du 1er septembre 2023 les postes suivants. Un poste de technicien principal de première classe à temps complet, 4 postes d'agent de maîtrise à temps complet, de leur verser le régime indemnitaire correspondant, d'autoriser Monsieur le maire à nommer les agents au 1er septembre 2023, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, de rémunérer les agents nommés sur l'échelon correspondant à leur grade d'avancement, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune. Merci. Florence, est-ce qu'il y a des questions sur ces avancements de grade?
Oui, Yves. Alors moi, ce n'est pas une question, c'est juste une observation. Et puis, ce que va continuer à faire le service des ressources humaines, qui est mutualisé. Pour la seule ville de Mimizan, on note bien qu'on est passé en effectif de 187 ou 189 agents en 2019 à un peu plus de 205 agents au 31 décembre 2022. Donc on a une progression de nos effectifs, et là je parle bien hors saisonnier, une progression de nos effectifs qui nous fait mesurer d'une part que on répond à des attentes des services, mais aussi à des attentes de l'usager sur Mimizan par rapport à tous les services qu'on propose à la population. Et sur le deuxième semestre 2023, c'est ça que je voulais vous dire, nous allons faire un travail important avec le service des ressources humaines, quels que soient les budgets, sur la mise à jour des tableaux des effectifs, puisqu'on se rappelle que dans les annotations aux remarques que nous avions reçues en début d'année 2022, nous n'étions pas au point sur la correspondance entre le tableau des effectifs, les emplois pourvus et les emplois budgétaires. Voilà, donc il y aura tout un travail, et très certainement sur les 2 derniers mois de l'année, nous vous proposerons donc des tableaux actualisés d'effectifs. Merci. Des questions? Intervention? Non. Donc je vous propose de passer au vote pour l'avancement validé. Vote à l'unanimité. Donc point 10, je redonne la parole à Yves concernant l'agenda 21 et la convention de stage, la modification. Dans le cadre de la démarche d'élaboration Agenda 21 lancée au printemps 2021, la commune accueille du 1er mars au 31 août 2023 une étudiante de master gestion territoriale du développement durable pour participer à l'élaboration de la feuille de route de ce programme qui sera proposé au Conseil dans le courant de l'été. Or, l'Université de Bordeaux-Montaigne s'est aperçue d'une erreur dans la convention qui a été proposée à la commune et à la stagiaire lors de l'accord sur les conditions d'accueil. En effet, la convention transmise de formation continue ne prévoyait pas de gratification, ce qui ne correspond pas exactement au statut de l'étudiante qui bénéficie également des avantages de la formation initiale, qui rend obligatoire une gratification minimale si la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs. Il y a donc lieu de rétablir l'étudiante dans ses droits et de signer une convention de stage qui prévoit la gratification pour un coût mesuré. Le taux horaire de la gratification est égal au minimum de 4,05 € par heure de stage, correspondant à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Sous ce seuil, la gratification n'est pas soumise à cotisation sociale. Dans ces conditions, la gratification correspond pour la période concernée à 3 543,75 € sur la période. J'ajouterai qu'on a pu mesurer lors du travail sur le budget participatif que cette étudiante a accompagné les élus et les membres du comité de pilotage dans la démarche de l'agenda 21, donc au titre du budget participatif. Donc il vous est proposé de valider la nouvelle convention pour la même période avec un montant de gratification arrêté à la somme globale de 3 543,75 € pour la période du 1er mars au 31 août et qui sera versé mensuellement, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier. Merci Yves. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce rattrapage? Non. Donc je vous propose de passer au vote pour valider la nouvelle convention et la gratification de l'agent. Merci. De l'étudiante. Point 11. Donc on passe à l'urbanisme et on passe au lot 29. Donc je laisse la parole à Marie-France. Merci. Donc, dans le rapport, vous avez d'abord un petit historique de la ZAC, donc on ne va pas revenir dessus. Vous rappelez juste que le lot 29 faisait partie de la dernière phase de la ZAC et était affecté aux équipements, notamment de loisirs et d'activités économiques. Que par délibération en date du 7 décembre 2022, la commune de Mimizan a décidé de mettre en vente ce lot 29, qui est le dernier disponible. Vous rappelez que l'assiette foncière est de 4 639 m², une surface plancher maximale autorisée de 1 700 m². L'appel à projet avait pour objet de sélectionner l'acquéreur de la parcelle concernée en vue d'y réaliser la construction d'un équipement hôtelier de 3 étoiles minimum afin de proposer une offre qui n'existe pas aujourd'hui sur Mimizan plage.
2 projets ont été reçus et ont été présentés dans le cadre de cette procédure. Un groupe de travail dont vous avez la composition, donc Monsieur le maire, moi-même, Monsieur Alquier, Madame Caland, Madame Pouy-de-Basque et Monsieur Ponce, s'est réuni le 29 mars afin de procéder à l'analyse des 2 projets selon les critères qui avaient été établis dans le cahier des charges. Le projet poursuivi par le candidat est notamment sa qualité environnementale et esthétique, l'insertion paysagère, architecturale du projet, le respect de l'épris de la station et la cohérence avec les besoins du territoire. Les objectifs touristiques et les retombées économiques du projet proposé, le prix, la capacité du candidat à respecter ses engagements et à réaliser la transaction et l'opération, et les délais et les éventuelles conditions suspensives pour réaliser la vente. À l'issue de cette analyse, le projet retenu est celui porté par le groupe GPG, groupe Philippe Ginesté, qui s'associe avec l'architecte François de la Serre pour réaliser un hôtel 3 étoiles de 50 chambres. Le prix d'acquisition proposé est de 500 000 € hors taxe. Au vu des éléments, il est donc proposé au conseil municipal de valider le principe de la vente du lot 29 au groupe JPG, d'autoriser l'acquéreur à procéder à tous travaux de sondage et ou de repérage dans le cadre de l'étude du projet, d'autoriser l'acquéreur à déposer la demande de permis de construire avant même la signature du sous-seing privé, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente et tous les actes afférents à ce dossier, de dire que l'étude de Maître Soulier, notaire à Pontin-les-Forges, assistera la commune pour la signature de tous ces actes notariés. Je rajouterai que ce dossier a aussi été vu en commission des permis et en commission d'urbanisme, qu'il défile sous vos yeux et que donc c'est une 50aine de chambres avec 2 parties distinctes, ce qui permettra en saison hivernale d'avoir simplement 25 chambres d'ouvertes parce qu'effectivement il est possible que les 50 chambres en plein hiver ne soient pas remplies. Et donc vous voyez la qualité architecturale. Les membres du groupe de travail et les membres de la commission de permis et d'urbanisme ont trouvé que ce projet s'intégrait dans la ZAC des Ournailles. Et rappelez aussi que c'est un projet 3 étoiles sur mise en plage qui n'existe pas et que nous continuerons à soutenir tous les hôteliers qui sont sur notre territoire, les 1, les 2 et les 3 étoiles, à la plage et au bourg, et que c'est pour renforcer l'attractivité touristique de notre station en saison et en hors saison, parce qu'en hors saison, il y a toute une activité de tourisme économique et qu'on nous a souvent fait remonter que les personnes qui venaient sur des réunions pour le groupe Gascogne ou FP Bois ne trouvaient pas à se loger en plein hiver sur Mimizan et que donc nous espérons que cet équipement leur permettra d'être satisfaits. Et nous avons trouvé une équipe très motivée et très optimiste par rapport au délai. Donc, il nous parlait d'avril 2025. La date, on verra. En tout cas, on espère que d'ici fin 2025, cet établissement verra le jour. Le permis est quasiment terminé. Le projet a l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Voilà, donc c'est un projet qui, normalement, devrait pouvoir se dérouler assez rapidement et qu'il n'y a pas de conditions d'emprunt ou quoi que ce soit par rapport à ce projet. Merci Marie-France. Donc il va falloir qu'on délibère pour la vente, parce que bon, on a le projet qui est déjà à l'instruction, si j'ai bien compris. Arnaud ? Oui. Donc nous souhaitions exprimer notre entière satisfaction pour le premier fait, c'est qu'enfin un hôtel 3 étoiles, comme vous l'avez dit, était depuis longtemps attendu à Mimizan. Vacanciers ou personnes qui sont en activité, effectivement, trouveront désormais, je pense, un hôtel qui sera de charme, en tout cas, c'est ce que montre le projet. Ceci dit, avec la réalisation du casino à côté, on pouvait, avec le choix du groupe Ginesté, être rassuré parce qu'ils avaient déjà fait preuve on peut le penser, je pense, de goût au niveau de l'intégration du casino.
Et puis on regrette quand même toujours, on l'avait déjà signifié, que nous sommes en 2023 et cet hôtel, on a certainement perdu déjà 3 ans, puisque vous aurez pu prendre la décision bien avant. C'est quand même regrettable pour le misant et puis pour les finances aussi et tout ce qui va derrière. Voilà. Juste, la période n'était peut-être pas propice forcément au développement d'un tel projet, Covid, crise sanitaire. Nous, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on peut prendre son temps, mais qu'on a pris notre temps, on a eu 2 projets, qu'on a pu les comparer, et que, effectivement, parfois, il faut savoir perdre une année pour avoir un projet abouti et qui se fasse dans de bonnes conditions. Moi, personnellement, au mot « enfin », je répondrai la chose suivante. Au-delà de ce qu'a dit ma collègue, des fois, il faut prendre le temps de faire les choses pour qu'elles soient bien financées et qu'on sache qui c'est qu'on a en face. Moi, simplement, ce que je souhaite oublier, et des fois on est obligé de le rappeler, parce que j'ai lu le dernier journal municipal, c'est vrai que la situation que l'on a trouvée n'était pas évidente. Beaucoup de projets ont été menés. Je vous rappellerai qu'on peut réaliser des choses, mais quand on oublie de les financer à hauteur de plus de 1 200 000 €, et que les portes des banques se ferment à la ville de Mimizan, que la Chambre régionale des comptes vous le rappelle en janvier 2022, et puis que là, la préfecture met cette ville dans le seuil d'alerte dès 2019. Donc, s'il vous plaît, regardons devant et oublions certaines choses. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas perdu de temps parce qu'il fallait avoir les candidats. Et on a aussi procédé à une ouverture des candidatures parce que on avait un projet des personnes qui tapent à la porte, mais on a dit même d'autres projets. Maintenant, on peut le dire, on avait même un projet alimentaire sur cette parcelle, un projet de supermarché. Donc, un surf camp, on a eu tout un tas de... Mais nous, dans notre ligne, c'était vraiment ce qui manquait, c'était un hôtel, voilà, comme l'a dit Marie-France, et on ne voulait pas attribuer comme ça, et c'était véritablement avoir quelque chose, une démarche ouverte, comme on s'était engagé dans notre politique, d'avoir de la transparence dans notre gestion. Donc on a fait un appel à projet. Donc l'appel à projet, ça prend quelques mois pour avoir des candidatures et pour avoir un projet ficelé. Mais le résultat, c'est quelque chose qui maintenant peut aboutir avec la plus grande transparence. Oui, la parenthèse sur le petit mémoire que nous fait M. Servetto à chaque fois qu'on parle d'euros. Je me demande si vous êtes à ce point pas persuasif pour le répéter à chaque fois, donc vous le répéterez la prochaine fois, je vais faire la parenthèse. Mais pour revenir au projet, un appel à projet, quelques mois je veux bien, mais pas 3 ans. Quant à la solidité financière du groupe Gineste, je pense que depuis le début, c'était pas là qu'était la problématique. Enfin, je l'espère pas pour vous, parce que c'était pas là le vrai sujet. Je pense que c'est même pas la peine de débattre là-dessus. Alors, pardon, juste, effectivement, on a eu plusieurs porteurs de projets sur ce lot 29, et le groupe Gineste s'est manifesté lorsqu'on a fait appel à candidature. Voilà. Donc, mais on a eu aussi des propositions spontanées. Donc, on a aussi étudié, voilà, ce groupe se serait manifesté plus tôt, on aurait aussi étudié sa candidature. Voilà. Après, je crois que l'important, c'est d'avoir effectivement ce projet qui fait l'unanimité. C'est une bonne chose pour terminer cette ZAC, déjà, et puis pour compléter l'offre de services sur notre territoire. Et effectivement, ça sera un complément à côté du casino, puisque ce sera un hôtel avec simplement petit déjeuner, qui n'aura pas de restauration
sur cet hôtel et que ça fera un complément pour l'activité du casino qui a un restaurant. Et Xavier? Oui, moi, ce que je retiens dans l'intervention aussi d'Arnaud, c'est la satisfaction. Ça veut donc dire quand même que tout le monde ce soir est content de l'issue. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le groupe Ginesté, ça, on ne peut pas être inquiet sur sa solidité financière, parce que c'est vrai que les conditions que la commune lui a faites depuis le début, on ne peut pas dire qu'elle puisse le mettre à mal, hein, parce que c'est plutôt, on met à mal les finances de la commune plutôt que les finances du groupe. Donc, heureusement encore qu'on n'évoque pas ce péril-là. Dernière chose, et je pense qu'on peut le dire ce soir, en vendant au prix de 500 000 €, c'est une aide importante économique qui est apportée au groupe Ginesté, parce que 100 € le mètre carré aujourd'hui, c'est quand même une très belle aide qui est faite pour le développement économique. Je pense qu'on peut le signaler aussi. Arnaud? Donc, je peux rebondir, c'est aussi une aide à ce prix qui est ce qu'il est au groupe Ginesté. Comme donc on l'a fait, donc on est tous d'accord, il faut aider les investisseurs. On peut pas dire l'inverse ce soir non plus. Je suis désolé. Tu vois, Arnaud, moi je suis pas un adepte de la rengaine comme toi, parce que c'est ce que tu reproches à M. Servetot, mais enfin, t'as quand même une tendance à faire que répéter toujours la même chose. Donc là, au bout d'un moment, je crois que quand vous avez fait le contrat avec Ginesté, je veux dire, ça n'a pas été à la faveur de la commune de Mimizan. Enfin, je pense qu'on ne va pas revenir sur ce débat. Je veux dire que ça a été suffisamment démontré, quand même argumenté, chiffre à l'appui de tout le monde, jamais contesté par personne, les tribunaux qui l'ont confirmé. Donc bon, on ne va pas y revenir. Après, la deuxième appréciation que tu as apportée tout à l'heure, tu as dit que le projet architectural était de bon goût, à l'image de ce qu'avait été celui du casino. Enfin bon, ça c'est là, je peux pas. Autant je suis très satisfait comme toi, autant je peux pas te suivre sur cette appréciation parce que le parking aménagé parle aux frais de la commune avec les arbres d'essence locale et la Cadillac rose. Bon, c'est comme on veut, mais bon, c'est plus ou moins du bon goût, hein, mais pas du mien toujours. Katia. Bon, super. On a un hôtel 3 étoiles, c'était le principal. Donc, moi, ma question, c'est pourquoi vous avez laissé une tranche entre l'hôtel, le futur hôtel et le casino de 3254 mètres carrés? Elle va répondre, mais bon, c'est environnemental. C'est environnemental, hein, dans la création de la ZAC, il y a la trame verte et bleue. Donc, il faut laisser quelques arbres pour que... Voilà, un poumon vert. Et je crois que vous êtes à l'origine du PLU et de la ZAC. Voilà, donc ça ne devrait pas être échappé qu'il y avait une zone qui était trame, considérée comme trame bleue et verte. Donc, vous certifiez qu'il n'y aura que des arbres sur cette zone? C'est le dossier de ZAC. Il n'y aura que des arbres. C'est dans le dossier. On n'a pas modifié le dossier de ZAC. Donc, le dossier de ZAC, il a été fait. Et on devrait clôturer, puisque on a dit dans le rapport que c'était le dernier lot. Donc, c'est le dernier lot et je ne pense pas que nous allons modifier le dossier de ZAC alors que nous en sommes à la fin. C'est même plus que le dossier de ZAC, c'est au PLU. Donc, moi qui ai une modification, une révision du PLU, mais les trames bleues et vertes, elles ne bougent pas. Hein. Puis moi, je suis content de pouvoir présenter cet hôtel et normalement il va se concrétiser parce qu'on en a entendu parler il y a quelques années hein, de cet hôtel. Je ne veux pas faire la rengaine non plus, mais au moins, ça fait 3 ans, l'hôtel il sera concrétisé à la fin du mandat. Donc je vais vous proposer de passer au vote. Donc pour la session au groupe Ginesté de ce lot 29, donc qui est pour, vote à l'unanimité, merci. Donc on va passer aux associations et aux attributions de subventions. Donc Annabelle. Merci.
Le 11 avril dernier, le conseil municipal a voté une enveloppe globale de subventions dédiée aux associations pour un montant de 155 000 euros. Après octroi et versement des subventions, le solde de cette enveloppe est de 27 600 euros. 4 dossiers supplémentaires ont été présentés en commission du lundi 12 juin 2023. Il est proposé au conseil municipal d'accorder les subventions suivantes. Association Courant Nature. Cette association s'inscrit dans le cadre du projet Sport Santé sur le territoire. En effet, elle a un projet d'organiser un défi sport nommé Yéno, traversée test autour du lac d'Orléans et Mimizan. Pour le mener à bien, l'association a besoin de se doter de 2 pirogues. Il vous est en conséquence proposé d'attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 1 500 euros. L'ADREMCA, c'est une association qui œuvre pour la protection de l'environnement et des fonds marins de Mimizan. Elle a obtenu une subvention dans le cadre du projet participatif du département afin de se doter d'un drone sous-marin pour réaliser des films, proposer des expositions, mais aussi intervenir dans les écoles. Il vous est en conséquence proposé d'attribuer à cette association une subvention de 1 000 euros. La CGELB est une association de chasseurs qui œuvre également pour la protection de l'environnement et principalement des zones humides. Cette association entretient le parc de Gombo et organise des visites. Il vous est proposé de leur attribuer une subvention de 500 euros. Mimizan Sauvetage et Secourisme, il vous est proposé d'attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 1 500 euros. Merci. Est-ce qu'il y a des... Je ne prendrai Oui. pas part au vote, puisque je suis membre du bureau d'une des associations. Si les 3 sont votés ensemble. Je suis membre du bureau de l'ADREMCA. Donc je crois qu'on vote les... Voilà. Et moi, pareil, puisque j'ai des liens familiaux avec la DREMCA, il semble que ça pose quelques soucis. Donc, pour ne pas avoir de problème, je propose que, du coup, nos 2 noms ne soient pas faits sur cette association-là. Oui, Katia. Je voulais juste poser une question. Donc, il reste une enveloppe de combien, Annabelle, maintenant ? Donc, si je me souviens, monsieur le maire, vous aviez parlé que vous aideriez la CA, ou la CCA, je ne sais pas dans quel sens, par rapport à leur frigo. Donc, je pense avec la subvention qui reste, ça serait la bienvenue de pouvoir les aider pour pouvoir faire leur frigo. Merci Katia pour tes conseils. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va regarder attentivement s'ils ont besoin d'aide, parce que c'est véritable un service qui font au niveau de la population mimizanaise avec leurs actions de chasse, notamment par rapport aux sangliers. Donc on ne les a pas encore rencontrés, et quand s'il y aura des besoins particuliers, on étudiera ça. Comme l'enveloppe, on l'a figée à 155, mais elle peut aussi évoluer si jamais il y a des besoins particuliers. Voilà. Donc, et ça me fait penser qu'à la fin, juste une information, on va parler un peu qui sera présenté lors du prochain conseil, mais on va parler du budget participatif. Je vais donner deux mots dessus, et on aura voté lors du prochain conseil. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à ces subventions? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, j'ai bien compris, Yvan et Marie-France, vous votez toutes les subventions, sauf vous ne participez pas pour la DREMCA. C'est noté. Donc, qui est pour voter les subventions? Voilà. Merci. Renouvellement du pass Asso. Annabelle. Considérant d'une part que l'opération Pass Asso a été un succès, puisque 296 bons ont été utilisés par les familles mimizanaises sur l'année scolaire 2022-2023 pour un montant total de 8 565 €, et d'autre part que la collectivité souhaite accompagner au mieux le tissu associatif, les élus ont décidé de renouveler l'opération Pass Asso pour l'année scolaire 2023-2024. Cette décision a été validée en commission association en date du 12 juin 2023. Considérant par ailleurs qu'une enveloppe de 10 000 € a été votée lors du vote du budget en date du 11 avril 2023, considérant ensuite les conditions pour bénéficier du Pass Asso, à savoir les enfants âgés de 3 à 17 ans habitant sur la commune de Mimizan sans condition de ressources,
Considérant par ailleurs les valeurs suivantes des bons pour les enfants de 3 à 5 ans, 15 €, de 6 à 17 ans, 30 €. Considérant enfin les documents nécessaires pour retirer les bons, justificatifs de domicile de moins de 3 mois, pièces d'identité, livret de famille. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de renouveler les conditions d'octroi des bons passe-assaut telles que décrites ci-dessus, de borner la période de distribution des passe-assaut de fin août jusqu'à la fin des vacances d'automne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au passe-assaut? Donc, à partir de 3 ans. Oui, Sandrine? Oui, du coup, c'est par rapport à la période d'attribution, parce qu'il y a toujours des associations qui commencent qu'en janvier. Et à chaque fois, elles se retrouvent avec la même problématique, parce qu'elles sont pas comme, elles suivent pas l'année scolaire, en fait. Donc, au moment de janvier, au moment où il y a les passe-assaut, il y en a plus. Alors l'année dernière, on a attribué jusqu'à cette année, jusqu'au mois d'avril. Donc on a été vraiment très indulgents. C'est vrai qu'on aimerait que les associations, ça va leur être soumis à décision, c'est qu'on aimerait que les associations, les familles anticipent parce qu'autrement on distribuerait des passe-assaut toute l'année. Donc c'est pour la gestion déjà financièrement, c'est un peu bon. Pour l'instant, on n'a jamais rien refusé. On en a donné jusqu'au mois d'avril. Ouais, mais bon, l'année dernière aussi, on avait dit jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Mais bon, on sait pertinemment que comme le surf, c'est toujours aux vacances de Pâques en général. Mais on aimerait bien qu'ils anticipent un peu leur passe-assaut. Mais bon. De toute façon, on répondra présent quoi qu'il arrive, puisque le but, c'est d'aider tous les enfants et pas que certains. Donc, on fera en fonction, mais on trouvera une solution. Bon, il y a toujours la règle, et après, il y a toujours les petites choses à côté, voilà, où il faut s'adapter. Non, mais on comprend, moi je comprends la difficulté de certaines associations qui commencent en année civile, et donc du coup... sont un peu gênées parce qu'elles ne savent pas les personnes qu'elles auront, les enfants qui adhéreront à leur association. Donc on aura toujours un œil bienveillant parce que c'est quand même assez limité comme nombre. Est-ce qu'on a des chiffres à nous dire sur combien ça représente d'enfants? Non, tu les appelles 296, j'ai pas... Pardon. C'était moi, je n'étais pas attentif. D'accord. Donc, qui est pour le renouvellement? Donc, s'il n'y a pas de questions pour le renouvellement de ce passe-assaut. Merci. Donc, on passe à la culture, au Fanamanga. Donc, Michel. Alors, Fanamanga 2023. Donc, au fil des années, la médiathèque de Mimizan est devenue le pôle ressources manga du département. Le festival Les Journées Fanamanga, organisé par la commune autour de la culture japonaise et du manga, fait chaque année l'objet d'une demande de subvention auprès du conseil départemental des Landes. La programmation de cette année a mis en avant différents ateliers autour de la culture japonaise. Atelier dessin, graphisme, initiation japonais, lecture kamishibai. Dès sa création, le festival s'est donné comme objectif faire reconnaître la médiathèque au niveau départemental comme lieu ressource manga, valoriser les jeunes auteurs français de manga et de films d'animation japonais, faire connaître la culture japonaise en développant les collections. Créer un lieu de rencontre et de convivialité. Il ne nous a pas échappé que ces journées ont eu lieu cette année les 2 et 3 juin. Donc, il y a eu des actions scolaires. La médiathèque a invité des auteurs pour des actions auprès des CM1 et des CM2 des écoles de Mimizan et des 4e du collège. Au programme, des ateliers de dessin et de scénario, conférences autour du cinéma d'animation. Le festival lui-même s'est tenu en plein air sur la place Félix Poussade, la médiathèque municipale et le théâtre-cinéma municipal du Parnasse. Sur les journées ont été proposés des ateliers, la présence d'auteurs invités. À la médiathèque, il y a eu une exposition panorama du cinéma japonais qui était visible tout le mois de mai jusqu'au festival. Elle a été complétée par une conférence sur la cérémonie du thé et l'histoire des génériques des dessins animés. Au Parnasse, un espace jeux de société, jeux vidéo est installé et l'après-midi, c'est clôturé par un show cosplay sur la scène du Parnasse. Il y a eu bien sûr aussi des films tout le week-end.
Donc le plan de financement 2023, ce programme fait l'objet d'une demande de subvention auprès du Conseil départemental des Landes selon le prévisionnel suivant. Alors voilà, vous l'avez sous les yeux, pour un total de 5 909,65. Et donc, il est demandé des subventions à hauteur de 500 €. Excusez-moi, j'ai une mouche. 500 €, c'est vrai. 500 € à la CAF des Landes et 2 434,34 au Conseil départemental. Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le plan de financement pour l'organisation du festival des Journées Fanamanga pour l'année 2023, tel que décrit ci-dessus, d'approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions auprès du Conseil départemental des Landes. Merci Michel. Des questions par rapport à ce plan de financement et demande de subvention? Non, je ne pense pas. C'est un festival qui va fêter son 20e anniversaire l'année prochaine, donc il va falloir marquer ça, puisque je vous rappelle, c'est le seul festival manga dans les Landes et que c'est quelque chose qui est très couru par certains et par certaines générations notamment. Donc beaucoup de monde cette année encore, 100 personnes, parce qu'on ne peut pas compter tous les gens qui viennent, mais a priori, on aurait une centaine de personnes de plus au cinéma qui seraient venues. Voilà. Merci. Donc, qui est pour le plan de financement et les demandes de subvention? Vote à l'unanimité. Merci. Donc, point 16, on passe au musée, la création de nouveaux tarifs. Le musée a fait l'acquisition de nouveaux articles pour la boutique du musée. Au vu de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal d'adopter un nouveau tarif de 22 € l'unité pour la vente du livre Entre Landes et Ciel aux éditions Passiflore. C'est un livre d'aquarelle représentant les églises et chapelles des Landes. Et d'adopter un nouveau tarif de 10 € l'unité pour la vente de cartes chronogéographie urbaine de Mimizan, réalisées par Cécile Baboulaine. Alors, ce sont des cartes qui montrent des photos et des cartes aériennes de Mimizan à différentes époques, 1950, 1980 et 2020, et la plage et le bourg. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on vote les tarifs. Donc, qui est pour ces tarifs? Merci. Vote à l'unanimité. Point 16, théâtre, la création festival Brass Band. Alors, suite à la demande des élus de mettre en place un festival d'avant ou d'arrière-saison, le théâtre Le Parnasse et l'école intercommunale de musique se sont réunis pour proposer un festival de brass band à Mimizan les 20 et 21 octobre 2023. L'intention est de faire connaître Mimizan à travers un moment fort, d'où l'idée d'un festival proposé aux Mimizanais qui serait également un outil au service du rayonnement du territoire. Ceci grâce à une programmation de qualité, éclectique et accessible au plus grand nombre, via des concerts adaptés à tous. Cette manifestation culturelle vise à insuffler à la population locale de la curiosité pour ce style de formation, mais aussi à ouvrir cette manifestation à des festivaliers de toute la France. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver la programmation, d'approuver les tarifs de ce nouveau festival, toujours proposé dans le sens d'une politique tarifaire accessible à tous, selon le tableau ci-dessous, et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter des subventions auprès du Conseil départemental des Landes, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de la communauté de communes de Mimizan. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce festival? Première édition? Non. Ah, tu vois, elle est rapide. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Vote à l'unanimité. Donc, saison culturelle, toujours 2023-2024, Michel. Alors, la programmation, donc vous l'aviez en annexe. Les tarifs, la politique tarifaire de la collectivité est toujours de proposer des tarifs qui se veulent accessibles à tous, avec les spectacles familiaux à 5 € en tarif unique, des spectacles hors les murs à la chapelle à 10 € et un abonnement à partir de 3 spectacles familiaux inclus. De même, nous proposons le maintien de la gratuité auprès des scolaires de la CCM dans le souci de forger l'identité des élèves et d'élargir leur vision du monde. Donc la proposition de tarifs, les tarifs sont classés en fonction des spectacles. Donc voilà, vous les avez vus. Vous voulez que je les lise? Non? Si vous voulez.
Voilà, donc il y aura des spectacles de qualité. La retransmission du 23 septembre se fera au Parnasse, parce que ce n'était pas précisé. Et c'est vrai que comme les retransmissions se font aussi dans des cinémas de plein air, nous, ça sera au Parnasse. Voilà. Donc, plusieurs tarifs. Tarif plein, tarif A, tarif B, tarif C, tarif U, tarif chapelle. Voilà, donc vous avez les différentes catégories qui sont présentées. On remarquera que le tarif des séances scolaires, lorsque c'est la CCM, c'est gratuit. Hors CCM, 3 €. Collège-lycée, 8 €. Tarifs spéciaux pour les associations, le partage des arts, Tréteau du Born et Saltemborn. Les sorties de Mont-de-Marsan au Bayonne, au Bordeaux, au Arcachon, les tarifs sont en fonction du choix du spectacle et une participation de 10 € par personne est demandée pour le transport en bus. Au vu de l'ensemble des éléments, il est proposé au Conseil d'approuver la programmation et les tarifs de la saison culturelle 2023-2024 tels que présentés ci-dessus. Voilà. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la saison culturelle et les tarifs qui bougent pas, qui restent un tarif accessible? Non? Donc je vous propose de passer au vote donc, pour la saison culturelle et l'adoption des tarifs. Le vote à l'unanimité. Donc Michel, le dernier point, c'est une rentrée en matière. On ne va pas épargner. Alors, le clocher-porche, investigation et intervention de demande de subvention. Depuis 7 ans, la commune de Mimizan a engagé un suivi du clocher-porche de l'ancienne église priorale pour le conserver au mieux. Ce monument historique présente des sculptures remarquables du XIIIe siècle, surmontées de peintures murales datées du XVe siècle. L'environnement de Mimizan, commune du littoral, les soumet à différents problèmes de conservation, humidité, présence de cortèges salins. Pour prévenir de graves détériorations, il est proposé de réaliser un contrôle plus approfondi du clocher-porche avec l'atelier Anaglyphe, prestataire spécialisé dans la conservation et la restauration d'œuvres d'art. Cette opération permettra aussi de prévoir d'éventuels travaux en extérieur sur le côté nord du bâtiment. Les demandes de subvention, département, région, DRAC, inscrites au plan de financement de cette opération sont soumises à l'approbation du conseil municipal. Plan de financement pour travaux d'investigation et intervention du clocher-porche pour un total de 16 650 €. La TVA est prise en charge par la commune. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme d'investigation sur le clocher-porche, d'approuver l'intervention de l'atelier Anaglyphe, prestataire spécialisé dans la conservation et la restauration d'œuvres suivant le devis proposé, d'approuver le plan de financement ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions auprès du département des Landes, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la DRAC. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est assez récurrent sur l'entretien du clocher-porche. On vote régulièrement ce type de travaux et en tout cas de mesures préventives. Pas de questions, donc je propose de passer au vote, de voter tout la programmation, le plan de financement. Merci. Éducation, donc Christine, classe de neige. Oui, donc la classe de neige pour l'école élémentaire du Bourg. La délibération du 9 novembre 2017 fixe les règles de participation de la commune de Mimizan pour les classes de neige et de découverte. Pour rappel, la commune prend en charge le bus à hauteur de 1 500 € et 50% du montant du séjour par enfant. Exceptionnellement, cette année, l'équipe pédagogique de l'établissement a souhaité permettre à 3 classes de partir en même temps, donc CM1 et CM2, 90 élèves, alors que traditionnellement, seuls les CM2 participaient à ce voyage. Ainsi, pour la prochaine année scolaire, l'équipe pédagogique a choisi de ne pas proposer de séjour. La participation financière de la collectivité sera donc plus importante cette année pour cette école, compensée par l'absence de dépenses de cette nature pour l'année scolaire prochaine. Considérant l'organisation de classes de neige en 2023 pour l'école élémentaire du Bourg du 26 au 31 mars 2023, au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer comme suit les montants de participation de la commune. Donc le prix du transport, 3 000 €, solde donc 50% du séjour, 15 187,50 €, donc pas d'acompte
aucun acompte a déjà été versé. Donc il reste à payer à l'école du Bourg 15 187,50 € d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous propose de passer donc au vote pour la participation de la commune à cette sortie. Merci. Point 20, séjour à Paris, école de la plage. Chaque année, l'Assemblée nationale organise conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale un concours intitulé « Le Parlement des enfants ». Il permet aux élèves de CM2 de découvrir le rôle du législateur. Donc, la classe de Mme Barrère de l'école de la plage s'est portée candidate et a présenté un projet de loi. Cette année, la session du Parlement des enfants avait pour thème « Renforcer la participation démocratique et la confiance dans les institutions ». Les 26 élèves de l'école de la plage ont présenté un projet de loi qui visait à obliger chaque commune à installer un conseil municipal des jeunes. Malheureusement, ils n'ont pas fait partie des 5 finalistes. Donc, il y avait 144 classes qui y avaient participé. Néanmoins, afin de finaliser ce parcours citoyen, cette classe s'est rendue à Paris du mercredi 7 au vendredi 9 juin pour visiter notamment l'Assemblée nationale. Le coût total s'élève à 5 261,72 € avec une participation du conseil départemental de 1 500 € et une participation de la coopérative scolaire de 400 €. D'autre part, des activités d'autofinancement sont programmées et devraient rapporter environ 790 €. La part à la charge des familles s'élève à 98,91 €. La municipalité souhaite contribuer sous forme de subvention à hauteur de 500 € afin de réduire cette part aux familles. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention à hauteur de 500 € à la coopérative scolaire afin d'aider au financement de ce projet. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je vous propose de passer au vote et d'attribuer cette subvention. On vote à l'unanimité. Merci. Donc, on va passer à la sécurité, donc au plan communal de sauvegarde avec une convention avec le centre de gestion. Daniel? Merci. Oui, donc dès le début de mandat, soit le 30 juillet 2020, le conseil municipal a délibéré pour renouveler la convention d'adhésion au centre de gestion des Landes pour la mise à jour du plan communal de sauvegarde. Je rappelle, le plan communal de sauvegarde, c'est un outil communal géré par le maire de l'ordre des risques majeurs qui peuvent être sanitaires, technologiques, et également de la réalisation du document d'information communale des risques majeurs, le DICRIM, qui est un document à destination de la population. Aujourd'hui, le service PCS du centre de gestion des Landes propose une nouvelle convention d'adhésion au service plan communal de sauvegarde. Cette convention permettra la mise à jour du PCS et du DICRIM pour prendre en compte les modifications introduites par le nouveau document départemental sur les risques majeurs arrêté par les services de l'État dans le département. Prendre en compte tous les changements de personnel, de mise à jour des tableaux relatifs aux personnes nécessitant une attention particulière, de numéros de téléphone des élus EU et des personnes référentes et référentes, ainsi que la mise à jour de la cartographie, notamment concernant le risque inondation. Réaliser la mise à jour du système d'alerte et d'information des populations, ainsi que l'affichage obligatoire en mairie concernant les risques majeurs et, pour les communes concernées, le plan Polmar, pollution maritime. La convention initiale prévoyait par ailleurs une tarification basée sur une participation possible du Fonds européen pour le développement régional, le FEDER. Sur cette base, la collectivité devait débourser que 35% du coût de la prestation. Or, depuis 2 ans, le FEDER n'intervient plus pour soutenir ce dispositif. Dès lors, pour éviter d'appliquer un tarif prohibitif, le centre de gestion des Landes propose la révision de la tarification plus favorable à notre collectivité.
La prestation sera ainsi assurée dans le cadre de la convention conventionnelle plus avantageux, comme le précise la convention qui vous est proposée en pièces jointes, à savoir dans la tranche de 5 000 à 10 000, nous sommes donc à 2 250 €. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer avec le centre de gestion des Landes la convention cadre d'adhésion au service plan communal de sauvegarde pour la mise à jour du plan communal de sauvegarde et du document d'information communale sur les risques majeurs, tel qu'annexé à la présente note de synthèse. D'autoriser Monsieur le maire à intervenir sur toute pièce et formalité y afférente. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention et le centre de gestion pour mettre à jour notre PCS, les 10 crimes? Non. Donc je vous propose de passer au vote et de valider la signature avec le CDG d'une convention. Donc on passe à la mise en place du périmètre vidéoprotection temporaire pendant les fêtes. Toujours Daniel. Suite aux événements survenus lors des fêtes de Mimizan en 2012, le conseil municipal avait délibéré afin de mettre en place un périmètre de vidéoprotection lors des fêtes de 2013. Depuis, ce dispositif a été renouvelé chaque année, voire renforcé avec les nouveaux enjeux de sécurité qui se sont imposés. Par circulaire en date du 25 mai 2023, Madame la préfète rappelle le dispositif réglementaire qui doit encadrer l'ensemble des événements à caractère festif dans le département et définit les mesures nécessaires pour que ces événements se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Parmi les mesures proposées figure celle du système de vidéoprotection provisoire pour les fêtes. Si la collectivité souhaite mettre en place un tel système, elle doit, au préalable, adresser sa demande à la préfecture. Ce système existe depuis 2013. Il s'agit aujourd'hui de solliciter la préfecture pour l'activer durant les fêtes patronales de 2023. Au vu de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la demande de mise en place du système vidéoprotection temporaire afin que celle-ci soit étudiée en préfecture et mise en place pour nos fêtes locales du mercredi 23 août au lundi 28 août inclus. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette vidéoprotection temporaire, sachant qu'elle nous est imposée dans le cadre des fêtes? On fait partie des 6 communes qui ont des... De plus de 10 000... qui reçoivent plus de 10 000 spectateurs, on va dire, participants. C'est ça, en simultané. En simultané, donc on est obligé d'avoir un... Voilà. Et on est consommateur, acteur, il y a de tout. Hein? Et c'est important parce que s'il faut avoir la demande, on pourra s'y préparer le plus tôt possible, puisque quand même ça passe assez vite, quoi. Il est grand temps. Ok, merci Daniel. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour cette demande de vidéoprotection temporaire? Vote à l'unanimité, merci. Et comme je vous l'ai dit, l'ordre du jour est épuisé, mais on avait juste une info par rapport au budget participatif. Je n'ai pas voulu alourdir ou rallonger le conseil municipal de ce soir, donc ça sera présenté plus précisément la prochaine fois. Mais comme avec le COPIL, on reçoit les candidats de maire, donc c'était juste quand même vous en parler. Donc on peut dire que ça a été quand même un succès, ce budget participatif, en regardant le nombre de votes, donc 1450 votes, donc, ce qui représente à peu près 10% de la population qui serait intervenue, qui aurait voté sur le budget participatif, sachant que, si j'ai bien compris, dans la présentation du COPIL, on est plutôt à 7% dans les autres collectivités de participation. Donc, on a, conformément au règlement, donc les 100 000 €, donc on a 6 projets qui ont été retenus, donc le Poum Track, la fresque graphique en peinture photo luminescente pour les pistes cyclables, l'accès pour personnes à mobilité réduite à la plage de la Garluche, qui doit être installée incessamment sous peu, 2 stations de réparation gonflage et lavage pour les 2 roues, un tower
Tafel pour les seniors résidents de l'EHPAD et un biocomposteur à la cantine. Voilà. Ce qui a été retenu par le comité de pilotage. Donc, il fait un coût cumulé de 97 000 euros. Donc, on rentre dans l'enveloppe des 100 000, sachant que le projet Air de jeu nature pour enfants à la promenade Fleury, qui était arrivé 5e au niveau vote, si on le prenait, on dépassait l'enveloppe. Donc, le règlement prévoyait qu'on prenait les projets en dessous jusqu'à la limite des 100 000 euros qu'on avait attribués à ce budget participatif. Voilà. Et donc, la chambre froide ACCA, qui avait été proposée par les chasseurs, donc est arrivée en 10e position. Et donc, c'est là, s'il y a un besoin, parce que là, c'est vraiment un service, et comme on l'a expliqué, je vous l'ai expliqué lors du COPIL, on verra ce qu'on peut faire. Voilà pour les informations. Donc ça sera, on donnera, peut-être Katia, tu veux... Je voudrais dire quelque chose quand même. Je trouve que c'est très diversifié, c'est très bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Seulement, il y a une seule chose qui m'interpelle et je voudrais remercier cette dame pour la plage de la Garluche. Parce qu'elle était en place jusqu'en 2019 et vous l'avez sortie. Et grâce à cette dame, vous la remettez en place. Et on avait obtenu le label 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à elle. Donc en 2019, je crois qu'on n'était pas encore installé, mais bon. Mais bon, après le Covid, peut-être Michel, toi avec... Oui, je sais qu'on l'a sorti effectivement. Les services nous ont dit que le tapis était plus en état. On l'a remis à la place du courant un été, mais c'est vrai qu'il était plus en état et effectivement nous l'avons enlevé. Donc c'est vrai que c'était une erreur puisqu'on nous le redemande. Donc espérons qu'il sera beaucoup plus usité puisque d'après les services toujours, ce tapis qui avait été mis là n'était, avec la plateforme que je trouvais assez intéressante, n'était pas utilisé. Moi je dis ce qu'on me dit et effectivement on va pouvoir justement, comme on met un tir à l'eau en plus, parce qu'on va acheter un tir à l'eau parce que le coût du tapis est moins important que ce qui est prévu sur le budget. On achète un tir à l'eau neuf qui sera adapté et affecté à cette plage et ainsi on pourra comptabiliser les gens qui l'utilisent puisqu'il sera sous demande des DNS, pardon Daniel, du poste de secours de la Garluche. Donc j'espère effectivement que ça sera une bonne chose et que ça sera intéressant pour tout le monde. Voilà, effectivement. C'est bon. Donc on en parlera un peu plus, on présentera les projets lors du prochain conseil. Donc l'ordre du jour étant terminé, je vous souhaite une bonne soirée.